Nouvelle équipe gouvernementale au Congo, quel enjeu? Hier 11 janvier, le directeur de cabinet du chef de l'État, Florent Tsiba, a dévoilé la nouvelle équipe gouvernementale, toujours sous la direction du Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Ce gouvernement a la tâche de mener à bien le projet de société du président de la République à un an de la fin du quinquennat. Mais quelle attente peut-on nourrir face à cette reconfiguration? Seront-ils, ces ministres, à la hauteur des défis colossaux qui les attendent? Ce soir, Bruni Fortuna explore les questions dans les chroniques des BFN. Bonsoir à tous et bienvenue. Alors Bruni, le remaniement tant attendu a enfin eu lieu. La reconduction d'Anatole Koliné Makosso comme Premier ministre à la tête du gouvernement. Sa reconduction est-elle un signe de continuité ou un manque d'alternance? Bon, signe de continuité, manque d'alternance. Merci aux téléspectateurs, merci à vous, Gabriel. Mais après, vous savez que nous l'avons dit ici et redit plusieurs fois, que Anatole Koliné Makosso, en réalité, n'a jamais été un problème, on va dire, dans ce gouvernement. Vous vous souvenez que ici même, nous avons pris quelques éléments des éléments comparatifs pour montrer combien de fois il a été en phase ou il est en phase avec son chef, donc son patron, le président de la République. Cela ressort dans l'interview que le président de la République a accordée à Jeune Afrique. Il revient exactement sur ce que son Premier ministre a toujours épinglé ou soutenu ou défendu. Les questions des terres au Rwanda, il y a eu les questions sur le FMI. Et donc, en réalité, jusqu'ici, Anatole Koliné Makosso, le Premier ministre, n'a jamais constitué un frein pour le bon fonctionnement de ce gouvernement, parce que pour ceux qui le pratiquent, aujourd'hui, il est de ceux qui savent quand même suivre les règles, sinon les instructions. Soit il peut jouer le rôle de conseiller pour convaincre le président de la République, comme ils ont fait Rigobert Ondeli donc, et lui sur les questions du FMI, puisque tout le gouvernement, d'une manière générale, n'était pas d'accord, sinon partant sur les accords avec le FMI. Ils ont réussi à convaincre donc le président de la République, et soit il exécute finalement les instructions, les ordres de son chef. Donc il est de ce genre. Donc jusqu'ici, c'était pas un problème. Donc ce n'est pas une question de continuité, c'est juste que le président pense continuer avec l'homme, puisqu'il est clairement dit dans le décret que le président renouvelle donc sa confiance. Le mot est fort, le mot est profond. Et donc, on peut reprocher peut-être à Anatole Koliné Makosso quelques failles de management, de coordination. Oui, ça arrive. Mais il n'a pas jusqu'ici été un frein vis-à-vis de son chef, puisqu'il n'y a que le président de la République qui note donc à la fois son Premier ministre et ses ministres. Et donc, dès lors que lui, il est donc en phase, en accord avec ce que fait son Premier ministre, tout ce que les gens peuvent dire de l'extérieur, toutes les critiques qui peuvent venir même de l'extérieur, à mon avis, ne peuvent pas changer, on va dire, la posture du président de la République. Il vient de nous le démontrer. Anatole Koliné Makosso, plusieurs personnes le voyaient déjà partant d'ailleurs. Dans les milieux politiques, il y a eu trop de critiques. Vous savez, quand on entend le remaniement du gouvernement, et chacun tire le drap de son côté, chacun cherche sa cible, sa proie, et finalement, dans la bouche de quelques hommes politiques et même de quelques personnes à travers le pays, finalement, l'on voyait Anatole Koliné Makosso partir. Mais là, on a constaté quand même que le président lui renouvelle la confiance, la continuité, non, l'alternance, l'absence d'alternance non plus. C'est juste que l'homme est encore est sûr de son Premier ministre. Il pense que finalement, il est encore fort et capable d'exécuter son projet de société pendant les 1 an qui reste. Léger réaménagement ou véritable réforme, les commentaires fusent des réseaux sociaux. En effet, le directeur de cabinet du président de la République a évoqué un léger réaménagement. Ce remaniement répond-il aux attentes du renouveau ou est-il simplement cosmétique, Bruni? Bon, après, il faut rappeler que ce n'est pas une première avec le président Denis Sassou Nguesso. C'est réaménagement sous Clément Mwamba. L'on parlait d'un réaménagement technique.
On se souvient que il y a eu réaménagement quand Fidel Dimou a été déguerpi ou encore voilà éjecté du gouvernement sous Clément Mamba. On se souvient donc et puis ces fonctions du ministre des Transports ont été confiées à celles qui les occupent aujourd'hui, Ingrid et Bouka Babakas, pardon. Et puis on se souvient également que Inès Nefer-Ingani a été elle aussi débarquée du gouvernement et suite donc à tout ce que vous connaissez finalement, ces fonctions ont été confiées à Mikolo. Donc ce n'est pas pour la première fois qu'on a des réaménagements techniques puisque l'on s'attendait à la démission du Premier ministre. Non, il s'agit juste d'une question certainement d'un dysfonctionnement que le président de la République voulait régler le plus tôt possible puisqu'on se souvient que depuis pratiquement 3 ans, l'on s'attendait à un changement donc du gouvernement, sinon à un réaménagement total. Voilà, finalement, on a attendu. Ceux qui étaient vraiment dans les fortes attentes, ils étaient fatigués. Et donc, finalement, on a constaté que le président, à quelques années, déjà à 2 ans et aujourd'hui à 1 an des élections, à mon avis, ne voulait pas changer d'équipe gouvernementale. Et je pense qu'il y a eu urgence, certainement une question qui bloquait le fonctionnement du gouvernement. Et donc, au lieu de chambouler tout le gouvernement, au lieu de refaire tout, finalement, il a donc opéré à ce réaménagement technique. Alors, est-ce que ça répond aux attentes? Je vous disais tout à l'heure, si réellement il n'avait pas vraiment, il n'était pas pressé de changer son équipe, donc pour lui, il pensait que cette équipe-là pouvait quand même, avec le temps qui reste, réaliser le peu qu'il fallait réaliser. Mais quand on regarde un peu la clameur populaire, on s'attendait quand même à un grand changement. Et pourquoi? Alors, parce que il suffit juste de regarder dans chaque secteur, vous constaterez que depuis 4 ans à peu près, il y a encore des problèmes qui ne sont pas résolus jusqu'ici et qui paraissent urgents. Vous avez aujourd'hui, par exemple, des questions d'eau et d'électricité qui demeurent aujourd'hui des véritables casse-têtes chinois. Et encore, pendant que nous tournons cette émission, tout Brazzaville ou presque est sans électricité depuis ce matin. Il y a une coupure d'entendue générale dans ce pays et parce que ce problème n'est pas résolu. Vous avez des problèmes d'eau, de carence d'eau dans les quartiers de Brazzaville. Vous avez aussi le problème du chômage des jeunes, le problème de santé et aussi le problème qui devient crucial et qui aujourd'hui choque les jeunes, le problème de sport qui est totalement à terre. Donc on s'attendait quand même à un grand changement. Donc, le changement des ans, en espérant que les choses allaient peut-être à 1 an de la fin de ce quinquennat, peut-être s'accélérer d'une manière ou d'une autre, parce qu'on a constaté, les hommes et les femmes qui sont là, sont assis, entre guillemets, et sur les dossiers, ont alourdi la machine gouvernementale pendant pratiquement 4 ans, qu'il n'y a pas réellement d'évolution comme telle. Et donc, dans l'opinion populaire, sinon l'opinion publique, on s'attendait quand même qu'il y ait des nouvelles têtes, qu'il y ait quand même un changement. Mais on a constaté, vous l'avez dit, il n'y a eu que 2 départs. Hein. Il y a eu que 2 départs. Il y a eu une entrée. Voilà, le nouveau ministre des Finances qui est entré. Il y a Jean-Baptiste Andaï qui est parti. Vous avez aussi Mbaka qui a été déguerpi. Voilà, Emma Bundu, donc 2 entrées. Merci, qui sont 2 entrées et 2 départs. Donc il n'y a pas réellement un grand changement comme tel, les mêmes têtes qui sont là, celles et ceux qui ont été, par exemple, épinglés dans les dossiers de détournement, qui ont été épinglés aussi dans, on va dire, la paresse, l'incompétence, sont encore là. Et si on le dit, c'est pas parce que nous voulons parler, c'est la base des faits. On a constaté comment le PCT a organisé une réunion avec les parlementaires dans le but, avec le gouvernement, hein, pour une première. On a vu quand même qu'une réunion a eu lieu entre la direction du parti et le gouvernement, et c'était pour réellement tirer le sonnette à l'aide sur l'action gouvernementale. On a vu aussi pendant les séances de questions orales au Parlement comment les députés, même ceux qui sont de la même famille, donc de
la majorité présidentielle s'attaquait violemment au ministre, au premier ministre, parce que on constatait qu'il y avait l'insatisfaction sociale, l'insatisfaction populaire. Et donc, sur la base de ces éléments, on peut comprendre que les uns et les autres dans ce pays avaient quand même soif du changement. Mais après, je crois que le président de la République regarde quand même à 1 an des élections, puisque il faut éviter de créer plus de frustration, il faut éviter de donner naissance aux opposants et même aux ennemis. Après, il faut éviter aussi de se fragiliser. C'est mieux de garder cette équipe. Et surtout, si cette équipe-là gagne à ses yeux, pourquoi changer l'équipe qui gagne? Si, selon lui, bien sûr. Nous allons rester sur ce volet, Bruni. On remarque aussi le maintien en poste de nombreux ministres. Est-ce une stratégie calculée? Pourquoi la majorité des membres du gouvernement ont-ils conservé leur portefeuille? Cela reflète-t-il une stabilité ou une absence de volonté de changement? Il y a aussi une incertitude, il y a aussi une sorte de calcul politicien qui peut qui peut un peu être abordé ou encore épinglé dans ce sens-là. La question qu'on se pose, oui, il faut changer les hommes à 1 an des élections, lesquels prendre et pour venir faire quoi exactement? C'est la question que l'on peut se poser. Est-ce qu'on change les hommes? Oui, mais lesquels? Parce que à un moment donné, nous avons eu ce débat où on se dit, mais il y a eu à peu près 200 à 250, sinon 300 hommes et femmes qui défilent sous donc différents mandats du président de la République. Et finalement, on constate que les projets ils sont toujours inachevés. Et les mêmes ministres sont là depuis 10 ans, 15 ans, voire 20 ans et plus. On se rend compte qu'ils changent de portefeuille ministériel. Ils vont d'un ministère à un autre, mais les bilans sont toujours mitigés ou négatifs. Alors, est-ce qu'il faut continuer réellement à changer les hommes? Oui. Bon, on veut changer les hommes. Qui prendre, lesquels prendre. Donc, le piège est à ce niveau. Comme on le disait tout à l'heure, on change de premier ministre à 1 an, mais celui qui arrive, va-t-il être capable d'exécuter les projets qui ont été condensés dans le PND revu? Est-ce que ce premier ministre sera capable d'exécuter? Parce que si l'excuse, c'est que rien ne s'est fait, si le problème, c'est que rien ne se fait, est-ce que l'équipe qui va arriver, la nouvelle équipe qui va arriver, va réellement mettre en œuvre ce PND en 1 an? Le piège est là. Donc, il faudrait pas que ça se retourne contre le chef, contre le président de la République. Mais finalement, ce n'était pas une question d'homme, c'était peut-être une question de système, une question systémique. Donc, on est dans ce contexte-là. C'est pour cela, donc, vous avez constaté que on a gardé la majorité. C'est d'abord, ça il faut retenir. Autre chose, je venais de le dire tout à l'heure, le président ne voulait pas, quand on a constaté, puisque nous avons connu les élections sénatoriales et souvent après chaque élection, il y a plus ou moins de modifications au niveau du gouvernement, sinon de changement de gouvernement. Après, si on rate ces moments, c'est souvent après le 15 août, on a constaté que le président de la République est resté silencieux, a continué à faire confiance à son équipe gouvernementale. Donc, il n'avait pas réellement, il n'était pas pressé, contraint à le faire, et c'est pour cette raison qu'il a, à mon avis, probablement préféré garder les mêmes personnes et peut-être voir s'il est encore candidat en 2026, comment se débarrasser de ceux que lui croit ne peut être capable de l'accompagner. Il y a cet aspect. Il y a aussi les alliances politiques qu'il ne faut pas oublier. Tous ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui ne le sont pas simplement parce que le président le veut. Il y a aussi les alliances politiques. Vous allez vous rendre compte que le club 2002 pur, par exemple, est de la majorité présidentielle. Donc, pour y intégrer, il y a forcément des accords, soit avec le PCT qui est le parti majoritaire, soit avec le président de la République qui incarne donc cette majorité présidentielle, cette mouvance. Donc, les accords, peut-être, c'est aussi les accords de gouvernement. Nous voulons intégrer la majorité présidentielle. Nous voulons vous apporter notre soutien, mais on veut au retour que vous nous donnez un poste ministériel ou deux. Il y a ces accords qu'il faut respecter. Vous avez également aussi Claude Alphonse Silou qui est aussi de la majorité présidentielle avec son parti. Donc, il y a aussi des accords à la fois avec le PCT et aussi avec le président de la République, sans oublier les individualités. Il y a des gens qui apportent... Mais il y a aussi Tister. Voilà, il y a Tister, il y a le MAR, il y a aussi l'autre, comment on l'appelle, le parti le nom va arriver, l'ancien ministre Tati Loutard. Voilà, il y a son parti également. Il y a donc aussi
des individualités qui ont apporté leur soutien au chef de l'État, mais en contrepartie de ces accords. Vous avez par exemple José Rodrigue Ngoniba qui a fondu son parti dans le PCT, mais avant de le faire, il y a des accords de gouvernement, il y a pas mal des accords qu'il faut respecter pendant que vous êtes dans ce mariage-là. Donc à ce niveau-là, le président continuera à respecter ces accords, donc il ne peut pas débarquer pour débarquer. Donc il y a des ministres qui sont là, pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il y a des accords qu'il faut respecter. Donc voilà plus ou moins ce qu'il faut retenir, mais après il y a aussi, on va dire, des ministres qui sont devenus des hommes puissants au sein de ce gouvernement, et qui sont parfois dans le cercle des saints et qui aujourd'hui décident aussi de même de la composition du gouvernement et qui ne peuvent plus partir parce qu'ils tiennent la machine, parce qu'ils supportent le chef, parce qu'ils demeurent soit loyaux depuis quelques années. Donc, il y a tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. C'est pour cela que la majorité est encore là. Et puisque, bon, je venais de le dire, on n'avait pas réellement la volonté de changer ce gouvernement, juste peut-être pour des questions techniques. On note également l'absence, bien entendu, du ministre sortant de l'économie et des finances, Jean-Baptiste Ndiaye. Une éviction surprenante pour vous? Bon, est-ce que ça nous surprend qu'il parte? Oui et non, je m'explique. Depuis son entrée au gouvernement, parce qu'on disait que finalement on a débarqué Rigobert Ondeli en faisant entrer Jean-Baptiste Ndiaye, il disait que les hommes ont les mêmes caractères sur le plan professionnel, c'est des durs à cuire, c'est des hommes de logique, c'est des hommes de rigueur. Et finalement, ça commençait quand même à perturber ceux qui, dans ce gouvernement et même dans l'appareil étatique, seraient contre les réformes. Puisque dès qu'il entre au gouvernement, il apporte des réformes. On se souvient qu'en 2022, il organise un séminaire sur plusieurs jours à Kintélé, finalement qui débouche sur plusieurs propositions. Et aussitôt, il a commencé à mettre en exergue ses recommandations. C'est à peu près chose grave. Et donc, il était quelqu'un qui a mis certainement plusieurs sous pression, il a mis plusieurs dans une sorte de mauvaise posture où finalement il venait pour étouffer surtout ceux qui étaient ou seraient contre les réformes. Et donc, ces petites contradictions, ces guéguerres, et surtout quand finalement on lui retire les douanes et les impôts pour coller à l'autre ministère, c'est là où on constatait finalement que c'était peut-être aussi un moyen de le fragiliser d'une manière ou d'une autre. Et ça pouvait déjà présager un peu son départ puisque les gens l'appelaient à la démission. Finalement, il ne pouvait plus supporter ce que les gens pensaient que c'était un affront, que c'était, on va dire, une sanction qui ne disait pas son nom. Voilà, finalement, on l'appelait à partir. Mais vous savez que, surtout au Congo ou en Afrique, la démission n'est pas toujours bien perçue par le chef. Et donc, à un moment donné, il ne pouvait pas prendre autant de risques de partir. Et ce serait manquer à ses devoirs vis-à-vis à celui qui l'a placé là. Ce serait aussi considéré politiquement comme une sorte de trahison. Et donc, c'est pour cela qu'il a certainement resté jusqu'au bout. Et il y a aussi déjà cet élément où on a vu cette guéguerre qui a secoué le gouvernement il y a depuis donc fin d'année 2024 et donc fin d'année 2024 et début donc 2025, c'est cette guéguerre entre les deux ministres les deux argentiers, on va dire comme ça, le ministre du budget et des finances. On a vu l'arbitrage du premier ministre et tout cela pouvait aussi présager tout ce qu'on a vécu. Pourquoi je dis non, on n'a pas vu venir? Parce que on pense quand même que ce gouvernement a misé sur les réformes. Et Jean-Baptiste Ndiaye est celui qui est présenté aussi comme l'homme qui a apporté les réformes, sinon l'homme des réformes. Donc on se disait que par rapport à la vision actuelle de ce gouvernement, de vouloir à tout prix assainir les finances, de lutter contre les détournements, de lutter contre la corruption, réduire le train de l'État, on pensait que le profil de Jean-Baptiste Ndiaye pouvait être encore utile au sein de ce gouvernement. Malheureusement,
cela, peut-être pas malheureusement aussi, bon, cela finalement a penché du côté de son éviction. Mais après, il faut pas considérer toutes les évictions comme une sanction comme telle ou encore comme un choc comme tel. Ça peut être aussi une manière de protéger ce cadre des loups qui aujourd'hui gangrènent, on va dire, cette machine du pouvoir, puisque à un moment donné, le président de la République a parfois une stratégie où il sait comment protéger les siens, j'ai envie de dire. Bah là, on les mettons de côté, on leur confiant d'autres missions. Ça peut être aussi ça peut être aussi un soulagement pour Hondaï, et qui tout le temps était sur le champ de bataille, pas seulement pour répondre aux attentes donc du président de la République et aux populations, mais aussi parfois entre collègues, parfois entre tout ce qui était donc, quand je parle de la machine étatique, dans tout le système. Et finalement, ça peut être aussi un moyen pour lui de dire ouf, de soulagement, je me repose quand même. Mais Brunilon reproche également au Premier ministre d'éjecter ses ministres des Finances après Andélis et Hondaï. Serait-il contre les réformes? Oui, bon, c'est une bonne observation, puisque Ondeli a été considéré quand même l'homme, on va dire l'un des plus importants, hein, l'homme, voilà, de l'équipe gouvernementale d'Anatole Coloné 2, je crois, voilà, ACM2 comme on le dit. Et finalement, il est parti. Voilà, et on dit finalement, est-ce que c'est le Premier ministre qui serait contre les réformes ou contre les hommes, on va dire, rigoureux. Et là, vous nous parlez encore du départ d'Hondaï. Je ne pense pas que l'adhésion à une réforme n'implique pas nécessairement ce qu'on dit l'approbation de sa méthode d'exécution. C'est pas parce qu'on est pour une réforme qu'on doit épouser automatiquement ou exactement la méthode qu'il faut pour exécuter ces réformes. Je pense qu'à un moment donné, je parlais tout à l'heure d'une question technique, peut-être d'un problème qu'il fallait résoudre le plus tôt possible et qui bloquait le fonctionnement du gouvernement. Et on a compris par le départ d'Hondaï qu'il s'agissait de cette guerre que nous avons vécue depuis quelques jours. Donc sur le GUP, le CUT, il y a aussi des problèmes de contentieux, on va dire, dans le domaine de la fiscalité, et qui gère jusqu'à tel montant, qui gère les contentieux à partir d'1 milliard, à partir d'1,5 milliard. Il y a eu tout cela. Il y a aussi des questions, par exemple, de charges de communes de l'État. Et donc, ce sont des questions qui ont divisé radicalement les deux ministres. Donc, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget. Et finalement, les deux équipes, pendant longtemps, donc pendant plusieurs semaines, n'ont pas pu concilier, s'entendre sur le budget. Et puisque même le budget qui est adopté ne serait pas vraiment, selon nos informations, du goût de celui qui est parti, de Jean-Baptiste Hondaï. Et donc, on a constaté que finalement, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est cette question de la centralisation des recettes. Donc, on pense que le Premier ministre qui intervient pour résoudre le problème n'a pas apprécié la démarche enclenchée par le ministre des Finances. Pourtant, c'est une réforme qu'il faut adopter, mais peut-être que lui, il allait beaucoup plus vite. Peut-être qu'il avait adopté une démarche qui n'était pas juridique, ou encore, peut-être selon nos informations, qui n'était pas de la vision du Premier ministre qui est son chef. Et je crois que dans l'arbitrage, peut-être que l'homme n'a pas voulu céder donc malgré les 2 réunions ministérielles, et qui s'est campé donc sur sa posture parce qu'il pensait qu'il avait raison de commencer par la centralisation, sinon le transfert du GUP vers le Trésor. Et la démarche des autres paraissait beaucoup plus longue et peut-être aussi fantaisiste à ses yeux. Et finalement, il a tenu tête à son chef. Et je pense que cela, à un moment donné, bloquait peut-être le fonctionnement du gouvernement. Et comme vous le savez, le chef reste le chef. C'est pas parce qu'il doit avoir raison, parce qu'il a tort, mais il reste le chef. Et donc, est-ce qu'il faut couper la tête du chef? Bon, je crois que c'était peut-être pas ça. Mais donc, on peut le retirer, lui, et pour réellement relancer la machine. Donc, le Premier ministre, je ne pense pas qu'il soit contre les réformes, puisque il est lui-même aussi à la demande, ou sinon à l'initiative, de ces réformes dont nous parlons dans le domaine économique, dans le domaine de finances. Il est aussi on va dire, à la manœuvre dans plusieurs domaines. C'est même ça qui peut aujourd'hui, on va dire, grossir son bilan après 5 ans. Si on veut faire le bilan d'Anatole Coloné-Makosso, on
va certainement se focaliser sur les réformes, puisque les 12 batailles n'ont pas été exécutées comme lui le pressentait, mais il s'est misé sur les réformes dans le domaine économique. Aujourd'hui, il tend vers la digitalisation de tout ce circuit financier. Donc, je ne pense pas qu'il soit contre les réformes, mais simplement, il y a eu un problème de procédure qui, finalement, a abouti à ce que nous vivons aujourd'hui. Rigobert Mabundu fait son combat au gouvernement, un choix qui divise. Pourquoi, selon vous? Bon, vous savez que nous sommes dans une société aujourd'hui qui croupit de plus en plus dans les antivaleurs. Nous n'avons plus, comme l'on le constate, des modèles qu'il faut, comme l'on l'a connu dans les années passées après l'indépendance ou bien après, où en politique on avait des leaders qui faisaient rêver, des leaders qui étaient des exemples, des bons exemples dans la société, et des leaders qui ont porté ce pays. Et voilà. Donc aujourd'hui, nous traversons une crise de valeurs, on traverse une crise même d'élite. Je ne cesse de le dire. Et donc on a envie de voir à la tête des institutions, on a envie de voir à la tête, donc comme dans le gouvernement, dans l'exécutif, les hommes de poigne, les hommes de valeur, les hommes qui reflètent une société qui fait rêver, une société noble. Mais pourquoi ça, Rigobert Mabundu? Après, revenir au gouvernement, on a vécu, je parlais tout à l'heure de Neferingani qui a été débarqué, qui a été ramené au gouvernement. Opimba, l'ancien ministre Opimba, l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale, lui a été déguerpi, on l'a ramené. Alain Akwala aussi a été déguerpi, ramené. Et finalement, ce n'est pas étonnant et ce n'est pas pour la première fois qu'un ministre soit ramené après plusieurs années. Maintenant, pourquoi Mabundu suscite autant de polémiques? Vous savez, nous avons connu dans ce pays le fonds de soutien à l'agriculture. Et c'est lui, le ministre de l'Agriculture à cette époque, qui a géré ces fonds. Et nous le savons tous que ces fonds n'ont pas été bien gérés, pour ne pas dire ces fonds ont été détournés. Et finalement, en tant que ministre de l'Agriculture à cette époque-là, il ne pouvait être qu'indexé d'une manière ou d'une autre. Il n'y a jamais eu d'enquête bouclée, ou si les enquêtes ont été bouclées, on n'a jamais eu de poursuite ou encore de poursuite judiciaire jusqu'aujourd'hui. Donc, il n'y a personne dans cette affaire-là qui a été condamné ou encore accusé publiquement. Donc, on ne peut pas aujourd'hui accuser Mabundu d'avoir détourné. Mais il était quand même parmi, en tant que ministre, indexé ou encore cité dans les débats de tout le temps pendant cette période. Et donc, pour la plupart des Congolais, on pense que finalement, ce monsieur qui n'a pas réussi à réaliser les projets, par exemple, des villages agricoles qui ont constitué un véritable échec, voilà, il nous les avait présentés comme un vrai projet qui pouvait mener le Congo à l'autosuffisance alimentaire. Il a échoué avec ce projet. Il a échoué également avec les fonds de soutien à l'agriculture. Et finalement, pour la plupart des Congolais, il n'est pas peut-être un bon exemple qu'il faut ramener dans le gouvernement. Aujourd'hui, il occupe le portefeuille, donc, on va dire le ministère de la Recherche scientifique. Voilà. Et donc, ce n'est plus la même chose. On sait qu'il est aussi économiste. Il arrive pendant cette période où nous tendons vers les élections. On sait qu'il est aussi l'un des piliers, on va dire, de la campagne du président de la République il y a donc à peu près 4 ans. Donc c'est un cadre qui n'est pas moindre dans la Bwinza. On parle de la Bwinza. C'est un grand mobilisateur. Et finalement, il peut être un élément important pour les élections qui arrivent. Donc au lieu de le mettre de côté, il faut rappeler qu'il a été récupéré par Clément Mamba. Il était le directeur de cabinet de Clément Mamba pendant les 5 ans. Et finalement, donc, peut-être qu'on a réussi plus ou moins à le blanchir, entre guillemets, quand je parle de blanchir, à quand même comment dire ça, à nettoyer son image, à le rendre beaucoup plus crédible, puisqu'il a travaillé quand même pendant 5 ans avec le premier ministre Clément Mamba. Et donc, le ramener au gouvernement peut choquer plusieurs partenaires, peut choquer les jeunes, peut choquer les Congolais. Oui, ben, c'est le président qui fait le choix. Je vous parlais tout à l'heure des accords politiques. Je vous parlais aussi des hommes sur lesquels il peut compter pour les élections qui arrivent. Et peut-être que Rigobert Mabundu, dont on connaît aussi un grand mobilisateur, je le disais tout à l'heure, voilà, un grand théoricien, puisqu'en politique c'est aussi important. Et je pense que il peut être important pour les campagnes qui arrivent, et donc il faut le ramener déjà le plus tôt possible pour que en 2026 qu'il joue pleinement le rôle qui lui sera confié. La nouvelle équipe dirigeante est connue aucun jeune alors que nous sommes dans les années de la jeunesse. Pourquoi?
Voilà, ce serait certainement le procès que les jeunes feront à Natal Colonel Makosso, je crois, jusqu'à après donc ce quinquennat, à la fin de ce quinquennat, et même maintenant, puisque quand il arrive à la tête du gouvernement, il trouve donc une jeune, à la personne de Amela Dukaga, voilà, qui donc sort du gouvernement Mwamba, qui là bien avant. Et on constate que Dukaga a été sorti du gouvernement déguerpi. On suppose que c'est le Premier ministre, puisque c'est lui qui fait la proposition au président de la République. Et donc, finalement, et juste après, il n'y a jamais eu de jeune au sein du gouvernement en termes d'âge. Voilà, en termes de génération, il y a quand même juste Mundele qui a intégré le gouvernement. Maintenant, en termes d'âge, Motom Mamouni est parti, Dukaga est parti, et après, il n'y a plus de jeunes. On va peut-être citer aussi Jean Elvis Chalisson, voilà. Mais après, il n'y a plus de jeunes au sein du gouvernement, alors que au sein du PCT, on constate quand même, il y a des jeunes, par exemple, qui ont été directeurs de cabinet au sein des ministères, qui sont députés aujourd'hui, qui occupent même des hautes fonctions au sein du parti et qui peuvent répondre aussi au profil, on va dire ministériel ou sinon qui sont ministrables. Mais on a constaté que malheureusement, comme vous l'avez dit, 2024, 2025, il faut le dire, et même 2026 en partie, et sont des années consacrées à la jeunesse, mais on n'a pas compris aussi pourquoi est-ce que cette jeunesse-là, même au dehors du parti qu'on le travaille, il y a des jeunes aujourd'hui qui se distinguent dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a des jeunes aujourd'hui qui se distinguent dans le domaine du sport, dans plusieurs domaines. On aurait peut-être pu prendre un jeune pour envoyer quand même un message fort à cette jeunesse-là. Mais malheureusement, les deux qui entrent, il y a un ancien, il y a un nouveau, mais qui ne sont pas donc de la génération, on va dire, juvénile, malgré tous les discours qu'on a entendus vis-à-vis de cette jeunesse. Est-ce que c'est aussi une manière, puisque Anatole Kounmakosso dont on parle, c'est celui qui porte la jeunesse, c'est celui qui est toujours beaucoup plus proche des jeunes et qui connaît mieux les préoccupations des jeunes pour avoir aussi été ministre de la jeunesse, ministre de l'enseignement. Est-ce qu'il est en train de préparer cette jeunesse à ce qui arrive en 2026? Ça peut être aussi ça. On a constaté qu'avec ceux qui étaient là, il y a eu peut-être des manquements, des failles. Ben, on attend peut-être préparer celles et ceux qui sont déjà prêts à monter, mais comme ils sont pas encore prêts, nous les préparons pour que dès qu'ils arrivent, dès qu'ils vont prendre donc le relais, puisque le président parle d'un transfert générationnel, et peut-être ce sera en 2026. Mais c'est quand même, aux yeux des jeunes, un péché, on va dire que pour Anatole Kolimakosso, de ne pas avoir inséré un jeune au sein du gouvernement. Mais il y a aussi d'autres institutions. Voyons voir dans les jours à venir si les jeunes aujourd'hui qui sont pressentis occupés des hautes fonctions ne seront pas occupés, mais ça, je pense que c'est certainement ou encore des questions d'enjeux aujourd'hui. Est-ce que les enjeux de l'heure permettent que des jeunes qui viendront encore apprendre au sein du gouvernement d'y intégrer, parce qu'il y a aussi les urgences aujourd'hui. Bon, les gens diront, mais et ceux qui sont là ne sont pas nés ministres, voilà, ils sont pas venus, ils n'ont pas appris à être ministres quelque part. Oui, on apprend aussi sur le terrain. Ça peut être aussi ça les débats, mais je pense quand même que ce serait être, on a envie de dire, un bon signal si un jeune ou deux, trois aurait été, à mon avis, sélectionné pour intégrer le gouvernement. Que pense le PCT de ce gouvernement? Sont-ils fiers? Bon, il faut savoir déjà que, à la lumière des différentes rencontres que le PCT a eues avec la majorité présidentielle et le gouvernement, quand on regarde comment à l'Assemblée nationale et au Sénat les parlementaires bouillonnent vis-à-vis donc de l'action gouvernementale, on peut à partir de là dire qu'à un moment donné, le PCT semblait un peu perdre espoir ou encore semblait être mécontent vis-à-vis de l'action gouvernementale. Nous savons très bien, le parti avait interpellé plus d'une fois le gouvernement à s'impliquer réellement dans la résolution des problèmes, et puisque c'est un parti donc de gauche, et finalement le gouvernement doit l'être également, s'occuper réellement des préoccupations des jeunes, de préoccupations de la société. Maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, le PCT a réussi quand même à calmer les choses, a réussi quand même à concilier le Parlement, on va dire comme ça, et le gouvernement qui, pendant un moment, était dans les extrêmes, on va dire ça, puisque le président de la République en parle même dans l'une de ses interviews, il dit qu'il est quand même un peu choqué de constater l'ampleur, sinon la direction que prennent les débats au sein de l'hémicycle. Alors,
Aujourd'hui, la question qu'on se pose, ou encore ce qu'il faut savoir, c'est que le PCT se préoccupe aujourd'hui de l'élection présidentielle qui arrive en 2026. Si le calendrier est maintenu, ce serait donc en mars 2026. Et donc le PCT, qui sait qu'il n'a pas vraiment un bilan positif, et ça, on ne va pas se le cacher, qui sait qu'il n'a pas un bon bilan positif à présenter aux populations, et qui sait finalement même si en face, il n'y a pas un adversaire de taille qui peut les effrayer, comme on a vu il y a quelques années face à Moukoko, qui a quand même un peu, un moment... bousculer les codes. Voilà, bousculer les codes. Et là, on a vu aussi avec Parfait Kolela, paix à son âme, mais là, ils n'ont pas en face, jusqu'à maintenant, un adversaire de taille qui peut faire peur au PCT. Et donc, leur préoccupation, c'est de trouver les arguments pour convaincre la population. Leur préoccupation aujourd'hui, c'est préparer certainement, on va dire, l'investiture de leur candidat. Le PCT est sur ces dossiers parce que l'absence de l'adversaire de taille n'est pas synonyme de la facilité ou encore c'est pas du tout donné, c'est pas servi sur un plateau d'or. La population peut constituer aussi un frein à cette élection. J'ai envie de parler du fort taux d'abstention, par exemple, ou encore d'un boycott simplement. Donc, il faut avoir des arguments solides pour convaincre cette population comment nous voulons continuer, pourquoi nous voulons continuer, avec un bilan aussi négatif et tel que nous le constatons. Donc, la préoccupation actuelle du PCT, oui, c'était peut-être aussi d'avoir dans ce gouvernement des hommes qui sont capables d'apaiser ou de rassurer la population. Je pense qu'à l'heure actuelle, le PCT travaille sur les dossiers électoraux parce que c'est dans un an et pour un parti politique bien organisé, un an, c'est pas beaucoup pour organiser une élection. Une dernière question pour clore notre chronique, Bruni. Les Congolais attendent des réponses concrètes aux défis sociaux, économiques et politiques. Ces ministres sont-ils à la hauteur des attentes exprimé lors des discours présidentiels des 28 novembre et 31 décembre 2024? Je pense que, sauf miracle divin, je crois qu'il faut arrêter de se leurrer, de rêver. Il ne faut pas attendre quelque chose d'extraordinaire du gouvernement. Ça, c'est mon point de vue. Je vous dis que le gouvernement a été confronté à des multiples situations qui ont empêché l'exécution, selon ce qu'ils disent, du projet de programme national de développement, le PND. Tout ce qui était prévu jusqu'ici n'a pas été réalisé, même à 50%. Le PND est réajusté pour prioriser les projets qui concernent les jeunes. Vous avez les projets comme Moussala ou Moussala. Vous avez aussi la réinsertion des jeunes qui seraient en conflit avec la loi. Vous avez des questions de fonctionnement des hôpitaux. Vous avez aussi des questions, je le disais tout à l'heure, d'eau et d'électricité qu'il faut voir. Et donc, vous avez des questions des bourses, vous avez des questions des arriérés des salaires. Donc, ce que le gouvernement fera dans un an, puisque dans 2-3 mois à partir de demain, il faut que ce gouvernement commence à préparer l'élection. Vous savez qu'il y a un calendrier presque mécanique, on va dire après chaque 5 ans, où le gouvernement tient un dialogue pour concilier les partis politiques autour du processus électoral. Et après, il y a probablement la révision des listes électorales. Et vous avez aussi donc toutes ces opérations autour de la préparation des élections. Il faut passer des commandes à gauche et à droite. Il faut donc... il y a tout cela qu'il faut voir aujourd'hui. Et cela coûte extrêmement cher au gouvernement en termes de temps et d'argent, en matériel également. Et donc, le gouvernement n'aura pas assez de temps de tout matérialiser. Et donc, après... Vous avez aussi des problèmes de finances qui posent problème aujourd'hui. Oui, on peut avoir une équipe réaménagée
ou encore renforcés aujourd'hui, mais il se pose encore un véritable problème d'argent. Donc, ce qu'il faut retenir, à mon avis, ce n'est pas attendre qu'il y aura un miracle donc dans un an. Non, il n'y aura pas de miracle. C'est que le gouvernement va continuer à fonctionner tel qu'il fonctionne, en faisant tout pour qu'il ne manque pas de salaire pour les fonctionnaires, en faisant tout pour qu'il y ait peut-être 3 mois encore, c'est pas, je parle comme ça, je ne sais pas ce qui se passe dans la vision du gouvernement, la bourse des étudiants, que les arriérés des salaires, dans le transfert des budgets soient payés. Peut-être qu'il faut voir comment relancer la société de transport. Il y a une nouvelle société d'assainissement qui va arriver. Je crois que le gouvernement va tourner peut-être autour de ces actions que moi je dis être des actions un peu populistes, puisque on entendra certainement qu'on a posé la première pierre à gauche, qu'on a inauguré telle chose. Finalement, on a acheté des transformateurs parce qu'il en manque un quelque part, mais on ne peut pas s'attendre vraiment qu'il y ait un miracle, c'est-à-dire que dans un an, que le problème d'électricité soit totalement réglé, qu'on n'ait plus de délestage, que le problème d'eau soit résolu, qu'on n'ait plus le problème, que les hôpitaux, les 11 ou sinon les 10 qui restent soient fonctionnels dans un an, ce ne serait pas possible. Que finalement les problèmes de l'université Marine-Ngouabi soient résolus, ce ne serait pas possible. Et ça, il faut pas vraiment se leurrer. Mais je pense que le Premier ministre est derrière l'urgence. Il est même sous pression, je pense. C'est comme un élève, finalement, qui prend conscience des priorités, mais quand l'heure est déjà sonnée. Donc, je crois qu'il est conscient de ce qu'il doit faire, puisqu'il y a aussi des réformes. On n'a pas oublié le GUP qu'il faut transférer à peu près dans 6 mois. Il y a tout cela qu'il faut voir. Il y a l'assainissement et la digitalisation. Ce sont des priorités actuelles. Donc, le gouvernement a misé plus sur les réformes pour attendre qu'il y ait des fruits peut-être dans 5 ans, dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais sinon, les miracles, il ne faut pas s'y attendre. Merci Bruni. C'est moi qui vous remercie, Gabriel. L'avenir du Congo repose désormais sur cette équipe gouvernementale. Les défis sont nombreux, les attentes élevées. Il reste plus qu'à les souhaiter bonne chance.